Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux d'être rejoint aujourd'hui par Gideon Levy, un journaliste israélien très en vue et chroniqueur pour Haaretz. J'ai vraiment hâte de recueillir votre avis sur ce qui se passe dans votre région du monde. Je me suis dit qu'un bon point de départ serait de parler des objectifs d'Israël à Gaza. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous écrivez, mais selon vous, quels sont les principaux objectifs d'Israël? Et pensez-vous que ces objectifs soient réalisables? Je suis tellement désespéré que je ne sais pas par où commencer. D'un côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritables objectifs. Au début de cette guerre, ou plutôt de cette attaque, appelons-la une attaque brutale et non une guerre, il était très clair qu'Israël voulait punir Gaza, pas seulement le Hamas. Vous savez, le 7 octobre a vraiment été un événement traumatisant en Israël, et il y avait ce besoin de faire quelque chose, de punir, de se venger. Mais 9 mois plus tard, quand on voit que cela continue, et que cela continue avec une intensité terrible, rien qu'au cours de la dernière journée, près de 100 personnes ont été tuées, presque toutes innocentes, dont 22 enfants. Rien que lors de la dernière journée, pendant que nous parlons maintenant, on se rend compte que le mot génocide s'impose. Maintenant, ce n'est pas qu'Israël planifie un génocide, pas même le gouvernement. Mais il est très clair qu'il n'y a rien de moins cher que la vie des habitants de Gaza. Et ils servent de jouets dans un jeu, principalement un jeu politique intérieur, que Netanyahou et son gouvernement veulent poursuivre autant qu'ils le peuvent, et le monde le permet. Netanyahou a son propre agenda, et ses partenaires ont le leur. Les partenaires de Netanyahou dans la coalition ont un agenda très clair. Ils veulent voir un nettoyage ethnique à Gaza. Ils veulent voir Gaza sans Palestiniens. C'est très clair, et ils ne s'en cachent pas. Avec Netanyahou, c'est plus compliqué parce que c'est une combinaison de certains éléments idéologiques et évidemment aussi de certains éléments politiques. À savoir que tant que cette guerre continue, son gouvernement existe. Dès que cette guerre sera terminée, son gouvernement s'effondrera. Pensez que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes sont tuées en ce moment même, et ce depuis tant de mois, pour des raisons politiques intérieures. C'est dévastateur. Est-ce que, même si Israël met tout en œuvre, Netanyahou peut réellement y parvenir? Je sais que Trump a évoqué l'idée de faire partir chaque homme, femme et enfant de Gaza, mais un nettoyage ethnique de 2 millions de personnes à cette échelle, surtout sachant que les pays voisins ne veulent pas les accueillir. Est-ce que tu trouves cela réaliste? Parce qu'il semble parfois qu'Israël, ou du moins Netanyahou, s'est enfermé dans une impasse en fixant de tels objectifs. Non, cela n'arrivera jamais. Le transfert n'aura jamais lieu, parce que ce n'est pratiquement pas possible. Mais ce que Donald Trump a fait, c'est légitimer le transfert comme une politique légitime. Cela n'arrivera jamais, et je l'ai dit dès le premier jour, et cela ne m'a pas tant troublé parce que je savais que cela n'arriverait jamais, parce que personne n'acceptera ces 2,3 millions de Palestiniens de Gaza. Mais en attendant, nous changeons toutes nos valeurs. Et en attendant, des centaines de milliers de personnes sont tuées, massacrées. Ces jours-ci, alors que nous parlons, sont vraiment, je ne peux pas exagérer à quel point ils sont dramatiques, parce que Trump est actuellement dans le Golfe, et j'attends vraiment. Jusqu'à présent, il a ignoré Gaza. Il est là-bas depuis 1 jour et demi. Il y a eu des événements dramatiques, notamment la reconnaissance du président de la Syrie et la levée des sanctions. De très bonnes nouvelles, vraiment de l'espoir. Mais je ne le vois pas s'impliquer avec Gaza pour l'instant. Il mentionne à peine Gaza, peut-être demain à Doha, peut-être après-demain, mais le seul qui puisse arrêter Israël en ce moment,
c'est Donald Trump. Et j'ai le sentiment qu'il ne le fera pas. Mais je n'en suis pas sûr. J'ai encore un peu d'espoir. Quelle est la situation sur le terrain à Gaza actuellement? Puisque vous suivez cela de près, dans quelle mesure la population souffre-t-elle aujourd'hui de malnutrition? Sommes-nous en train d'assister à une escalade ou à une intensification de la crise humanitaire? Je suis sûr, Glenn, que tu connais toi-même la réponse. Je veux dire, il y a les statistiques qui sont horribles, les statistiques de l'ONU. Chaque jour, on reçoit de nouveaux chiffres, mais il ne s'agit pas seulement des chiffres. C'est très clair que la famine, une personne sur 5 à Gaza est en train de mourir de faim. Plus de 90% des habitants de Gaza, voire 100%, ne reçoivent pas assez de nourriture. Mais je pense toujours aux individus. J'ai un ami à Gaza avec qui j'ai travaillé pendant de très nombreuses années. Il a 63 ans, il a eu un AVC, il est diabétique, il a besoin d'insuline. Et il y a une semaine, il m'a dit qu'il ne lui restait plus que les 2 dernières gouttes d'insuline. Je ne l'ai pas appelé depuis, mais nous savons ce qui arrive aux personnes dans sa situation lorsqu'elles n'ont pas d'insuline. Il n'est pas une exception. Il est Gaza. Voilà ce qu'est Gaza aujourd'hui. Je ne pense pas que l'un ou l'autre d'entre nous puisse imaginer ce que cela signifie de vivre là-bas, quand les bons jours on obtient un morceau de pain ou une portion de riz, quand vos enfants pleurent parce qu'ils meurent de faim, quand il n'y a pas de médicaments, et surtout quand Israël continue ses bombardements. Je ne comprends pas quel est le but maintenant de les bombarder. Quel est le but? Quelle est la finalité? Et il n'y a pas de réponse. Quel est, cependant, l'impact de cette guerre sur la société israélienne? Est-ce que cela devient normalisé, ou bien une opposition à ces politiques est-elle en train de grandir, ou s'agit-il principalement d'une opposition à Netanyahou? Après la tragédie de Gaza, c'est la chose la plus déprimante, parce qu'il n'y a pas de véritable opposition. Il y a une opposition à Netanyahou, très vocale, très dévouée et assez efficace. Il y a une grande protestation pour la libération des otages. Mais bien souvent, lorsque j'écoute l'alternative israélienne, ce qu'on appelle la gauche ou les libéraux, j'en viens à la conclusion qu'à Gaza, il n'y a que quelques dizaines de personnes qui comptent, à savoir les otages. Ce sont les seuls qui sont considérés comme vivants à Gaza. Ce sont les seules victimes de Gaza. Personne ne parle des millions de victimes à Gaza. Et ce n'est pas que je minimise la tragédie des otages, c'est tout. Il n'y a pas un seul homme politique sérieux qui parle du sort de Gaza, des victimes de Gaza, des crimes que nous commettons quotidiennement. Personne sur toute la scène politique, ils combattent tous Netanyahou, ils se battent tous pour libérer les otages et connaissent de la souffrance à Gaza. Cela après la souffrance à Gaza, il est le phénomène le plus déprimant. Eh bien, il y a aussi beaucoup d'attention, comme vous l'avez suggéré, sur Netanyahou, avec des rapports faisant état de divisions internes au sein de la société israélienne. Et également à la télévision israélienne, on voit d'anciens membres de l'armée et du Mossad qui traitent plus ou moins Netanyahou de traître à la télévision. On commence presque à avoir l'impression que le langage utilisé s'apparente presque à celui d'une guerre civile. C'est peut-être exagéré. Mais est-ce que la situation évolue dans une direction très dangereuse en ce qui concerne la façon dont les différentes forces politiques se retournent les unes contre les autres? Je ne pense pas. Parce que le centre et la gauche israéliens sont assez passifs. Ils parlent, ils manifestent, mais ils n'iront jamais jusqu'à une guerre civile. Ce n'est pas dans leur ADN. Je n'arrive même pas à imaginer un individu qui irait commettre des actes horribles.
Je veux dire, tous les assassinats politiques dans l'histoire d'Israël ont été commis par des gens de droite. Toute la violence a toujours été le fait de la droite. La gauche en Israël, pour le meilleur ou peut-être aussi pour le pire, n'est jamais vraiment violente, plutôt réticente, peut-être gâtée, peut-être menaçante. À vous de décider comment la définir. Mais je ne vois pas de réel danger de guerre civile. Et surtout, rappelons-nous que les différences entre Netanyahou et ce gouvernement, et l'alternative, l'opposition, sont plus faibles qu'il n'y paraît de l'extérieur. Ils sont tous d'accord pour poursuivre la guerre à moins que les otages ne soient libérés. Mais une fois les otages libérés, l'opposition n'a aucune objection à la poursuite de cette guerre. Ils veulent simplement voir les otages revenir. Mais ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez, de leur point de vue. Il n'y a pas de véritable alternative concernant l'occupation ou l'apartheid. Il n'y a pas un seul homme politique juif sioniste en Israël qui appelle à mettre fin à l'occupation, à l'apartheid ou au crime. Comment cela affecte-t-il non seulement la région au sens large, mais aussi le système international? Étant donné le génocide à Gaza, est-il perçu comme très problématique que de nombreux partenaires d'Israël prennent leur distance? Encore une fois, ce n'est pas tant la classe politique en Europe ou aux États-Unis, mais parmi le public, on observe un énorme changement, une certaine forme d'aliénation. Est-ce donc un enjeu majeur en Israël ou est-ce considéré comme quelque chose de temporaire qui finira peut-être par passer? Aucune des deux affirmations n'est précise. Ce que les Israéliens se disent, c'est que le monde est antisémite, qu'ils sont tous contre nous quoi que nous fassions, qu'ils nous détestent tous quoi que nous fassions. Et de cette manière, c'est la meilleure protection, car ainsi on est responsable de rien. C'est la faute du monde antisémite. Par conséquent, les gens s'en préoccupent moins. Sur le plan personnel, il y a tout de même une certaine inquiétude. La plupart des compagnies aériennes ne desservent pas Israël en ce moment, et il y a toutes sortes d'excuses, la sécurité, etc. J'imagine que pour ceux qui voyagent à l'étranger, il y a quelques incidents désagréables en Europe. Les gens essayent de cacher leur identité israélienne lorsqu'ils voyagent à l'étranger. On a le sentiment qu'il faut la cacher, mais il n'y a pas de véritable honte par rapport à ce que nous faisons. Et il n'y a pas le sentiment que c'est de notre faute, mais bien celle du monde. La plupart des Israéliens sont totalement convaincus que le monde est antisémite. On n'y peut rien et il faut faire avec, comme on fait avec le mauvais temps. Qu'en est-il de l'inquiétude concernant non pas des États adversaires, mais des États comme l'Égypte ou la Jordanie, dont les gouvernements sont sinon amicaux, du moins coopératifs envers Israël, alors que leurs populations sont plus indignées face à ce qui se passe à Gaza? Y a-t-il une crainte qu'une population très mécontente puisse forcer un changement de gouvernement, ou du moins de politique gouvernementale, en Égypte, en Jordanie ou dans d'autres pays? Écoute, Glenn, tant qu'aucune mesure concrète n'est prise qui affecterait les Israéliens, et ces mesures n'ont été prises par personne, ni par le monde arabe, ni par l'Europe, ni par les États-Unis, nos vies restent inchangées. Les Israéliens ne payent pas le prix de ce qui se passe, ou du moins pas de façon très concrète. Il y a eu une sorte de nuage au-dessus de chaque Israélien depuis 19 mois. Il y a de grandes inquiétudes pour l'avenir, mais le sentiment est que c'est inévitable. Inévitable, qu'on n'y peut rien, c'est le mot. Et tant que cette conviction perdurera, il n'y aura aucun changement. Parce que oui, les gens sont inquiets, sans aucun doute. Les gens sentent que quelque chose s'est mal passé, sans aucun doute. Mais ils ne pensent pas que c'est la faute d'Israël.
Bien au contraire, non. Tout est justifié. Si au cours des dernières 24 heures, 22 enfants ont été tués à Gaza, la mentalité moyenne dirait « Nous n'avions pas d'autre choix ». Peut-être qu'ils le méritaient parce qu'ils auraient grandi pour devenir des terroristes, donc nous devons les tuer. Il n'y a donc aucun sentiment que les gens assument une quelconque responsabilité ou culpabilité pour ce que fait Israël. Tout est de votre faute, à vous le monde. C'est vous qui devriez être accusés, pas nous. You should be accused, not us. How would this work? What do you see as a Comment cela fonctionnerait-il? Quelle serait selon vous la situation après la guerre froide? Parce que comme vous l'avez dit, si cela s'était produit après le 7 octobre, si Israël avait frappé fort à nouveau par vengeance ou pour punir, cela aurait aussi pu être justifié par la nécessité de dissuader de futures attaques similaires. Mais ensuite s'était retiré en disant « Mission accomplie, le but était la vengeance ». Cela aurait été une chose. Mais étant donné que cela dure depuis si longtemps maintenant, est-il possible que, une fois les tueries terminées et, espérons-le, un cessez-le-feu permanent instauré à un moment donné, les choses puissent revenir à la situation d'avant? Ou bien, Israël exigera-t-il un contrôle total sur Gaza s'il ne peut pas procéder à un nettoyage ethnique? Il semble simplement que cela sera difficile à reconstruire. Je ne suis pas sûr que ce sera difficile. Je crois que ce sera impossible. Les choses ont changé. Le 7 octobre, la société israélienne et l'opinion publique israélienne ont changé de façon spectaculaire. Presque tous les Israéliens, à l'exception d'une petite minorité, estiment qu'après le 7 octobre, nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons. Il n'y a aucune limite, ni légale, ni morale. Et il n'y a aucun espoir de paix, de stabilité, de coexistence ou d'accord avec les Palestiniens. Ce n'est plus à l'ordre du jour et il sera très difficile, voire impossible, de changer cela. Face au fait que les Palestiniens n'ont pas leur propre leadership, ils manquent de direction depuis de nombreuses années maintenant, et manifestement aussi d'unité, comme vous le savez, ils sont divisés et manquent vraiment de tout leadership courageux. Il sera beaucoup plus facile pour les Israéliens de continuer à croire qu'il n'y a pas de partenaires, qu'ils ne sont pas vraiment des êtres humains. Et cela pourrait durer encore de très nombreuses années. Le 7 octobre, au-delà des crimes du 7 octobre, a également créé certains phénomènes irréversibles que je ne vois aucun type de leadership, d'un côté comme de l'autre, être capable de corriger. Mais si cette guerre continue, ce ne sont pas seulement les pertes humaines. Y a-t-il des limites pour Israël? Je sais qu'Israël peut obtenir toutes les armes qu'il veut des Américains et des Européens. Mais n'y a-t-il pas eu un exode de population, des difficultés ou un déclin économique, des perturbations des corridors de transport physique à cause du Yémen, par exemple? Est-il possible qu'une crise économique se profile? Ou est-ce que tout cela, je suppose, reste sous contrôle? Tout d'abord, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas de crise économique. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais elle aurait dû arriver depuis longtemps. Il y a tellement de raisons de faire face à une crise économique, et elle n'arrive pas. Je ne suis pas économiste et je n'ai pas d'explication. Notre vie continue plus ou moins comme avant. Il y a un nuage très lourd au-dessus des Israéliens et d'Israël. Les gens sont préoccupés, les gens sont désespérés, les gens vivent, mais vous savez, qui peut partir? Ceux qui partent, mais il n'est pas si facile de s'installer ailleurs. On a son travail, sa famille, sa langue, sa maison. Ce n'est pas si facile de partir. Donc il y a une certaine vague à l'extérieur, mais j'exagérerai pas à ce sujet. Ce sont peut-être des milliers, peut-être des dizaines de milliers. C'est très difficile à mesurer, parce qu'on ne sait pas, ou bien ceux qui partent pourraient aussi revenir très vite.
L'ambiance est très très troublée, déprimée, mais ça ne veut pas dire qu'Israël s'en va hors d'Israël. Ça n'arrive pas. Non, et je ne peux pas l'imaginer car c'est pratiquement pas possible. À quel point l'argument selon lequel des tensions pourraient actuellement croître entre l'armée et la classe politique est-il sérieux? Dans une certaine mesure, cela ne concerne pas seulement Gaza, mais aussi le fait qu'Israël, avec le conflit au Liban, les incursions en Syrie, les combats contre le Yémen et également la possibilité d'une guerre avec l'Iran, a vu son armée quelque peu surexploitée. Pensez-vous que cela soit également exagéré? Vous êtes politologue et j'ai étudié la science politique il y a de très nombreuses années. Et nous nous demandions toujours, un coup d'État est-il possible en Israël? Est-il possible que l'armée prenne le pouvoir? Et nous répondions toujours que ce n'est pas nécessaire, car l'armée est suffisamment puissante même sans coup d'État. C'est la première fois que cette friction, cette tension entre le gouvernement et l'armée est visible, et peut-être la première fois qu'elle existe dans ces proportions. Oui, il y a de plus en plus de tensions, mais cela ne mènera pas à un coup d'État, car l'armée en Israël est de loin trop obéissante, et je ne vois pas cela arriver. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de politiciens sont d'anciens généraux en Israël. N'oubliez pas que tout le monde fait partie de l'armée en Israël. Il n'y a pas de véritable séparation entre l'armée et la société civile, car tout est très mêlé en Israël. L'armée est toujours admirée, appréciée et c'est certain pardonnée pour tous les crimes. Je ne serais pas surpris si ce gouvernement légiférait bientôt une loi, ils en ont déjà parlé, qui rendrait illégal de critiquer l'armée en Israël. L'armée est, d'une certaine manière, une vache sacrée. Ce gouvernement a essayé de changer cela, mais d'une manière très tordue. Mais en tout cas, je ne vois pas de danger de coup d'État de la part de l'armée. Et je ne considère pas ces frictions entre l'armée et le niveau politique comme quelque chose qui devrait nous inquiéter, car je pense qu'au final, ils trouveront un moyen d'avancer ensemble, car ils dépendent les uns des autres. De plus, un point clé que je voudrais aborder est le suivant. Il semble que Netanyahou souhaiterait entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Il paraît assez ouvert à ce sujet. Selon vous, quelle est la probabilité que cela se produise réellement? Et si Netanyahou parvenait à ses fins, l'armée serait-elle également prudente à ce sujet? Ou verrait-elle cela comme une opportunité? Encore une fois, en tant qu'observateur extérieur, il m'est difficile de savoir dans quelle mesure Netanyahou et l'armée pourraient avoir des divergences sur la façon dont ils envisagent la possibilité d'une guerre avec l'Iran. Par le passé, l'armée, ainsi que d'autres agences de défense, étaient celles qui empêchaient Netanyahou d'attaquer l'Iran. Il y a eu plus d'une occasion où cela a été envisagé, et les institutions militaires ont dit non. Aujourd'hui, nous sommes à une étape différente, car Netanyahou est bien plus belliqueux que jamais. Il était également très prudent quant au déploiement de l'armée. Jusqu'à cette guerre, il avait lancé moins de guerres que n'importe quel autre premier ministre en Israël, et c'est pourquoi je l'ai soutenu pendant un certain temps. Mais je ne vois pas cela se produire sans une sorte de feu vert des États-Unis. La question est de savoir si les Américains finiront par donner la permission à Israël d'y aller. En ce moment, Donald Trump parle sans cesse d'un accord. Je ne peux qu'espérer et croiser les doigts pour qu'il obtienne l'accord, qui, soit dit en passant, sera exactement le même accord que Donald Trump avait annulé lorsqu'il est devenu président lors de son premier mandat. Mais qui s'en soucie? Tant qu'il y aura un accord, ce sera plus sûr pour tout le monde et meilleur pour tout le monde,
plutôt qu'une nouvelle aventure militaire dont personne ne peut prédire l'issue. Et personne ne sait non plus ce qui est possible. Nous ne savons pas. Israël peut-il vraiment bombarder toutes les installations nucléaires de l'Iran? Je ne suis pas sûr que ce soit possible du tout. J'espère seulement que nous n'en arriverons pas là. Mais il n'y a aucune garantie, car nous vivons une époque folle. Si Donald Trump laisse Israël le faire, Israël le fera. If Donald Trump will let Israel do it, Israel will do it. Mais pour revenir à Gaza, il y a un certain optimisme quant à la capacité des États-Unis à conclure, ou du moins à relancer, l'ancien accord avec l'Iran. Mais qu'en est-il de la résolution de la question de Gaza? Existe-t-il actuellement une voie sérieuse pour résoudre ce conflit par des négociations, ou n'y a-t-il plus aucune possibilité de ce côté-là? Non, il existe tout d'abord un moyen d'arrêter la guerre et de se retirer de Gaza. Cela ne dépend que d'une seule personne, Donald Trump. S'il souhaite qu'Israël le fasse, Israël le fera en quelques jours. Des jours, pas des semaines, car Israël dépend des États-Unis comme jamais auparavant. Utiliserait-il vraiment ce levier? Il est possible d'y mettre fin, de libérer tous les otages et de se retirer de Gaza. La question est, que se passe-t-il ensuite? D'accord, Israël se retire de Gaza, les otages sont libérés. Nous revenons au siège. Nous revenons à la situation où 2,3 millions de personnes vivent dans une cage. Et personne n'a de plan. Personne n'a de plan pour savoir quoi faire de Gaza ou qui va la diriger. Le Hamas est là pour rester. Donc nous continuerons avec le Hamas. Je veux dire, ce sont des questions auxquelles personne ne répond sérieusement. Et donc il est tellement déprimant de penser à l'avenir quand on voit qu'il n'y a même pas de vision. D'accord, vous voulez continuer la guerre, vous voulez y mettre fin, mais quel est votre objectif final? Personne ne le sait. J'allais dire, y a-t-il une issue ici? Encore une fois, si l'on en revient à la question clé de savoir comment résoudre cela, y a-t-il quelqu'un en Israël qui soutiendrait un État commun avec des droits égaux pour tous ou qui soutiendrait un État palestinien séparé? Parce qu'il semble que la troisième option doit être, encore une fois, la guerre et le nettoyage ethnique. Oui, c'est un peu étrange. Nous ne sommes pas plus proches d'une voie vers un quelconque règlement possible. Car comme vous l'avez dit, tout cessez-le-feu maintenant ne ferait qu'arrêter temporairement les tueries. Mais s'ils sont, comme vous l'avez dit, remis en cage, nous allons nous retrouver dans la même situation plus tard. Et ces alternatives ne sont même pas discutées en Israël, car personne ne croit en une quelconque forme de règlement avec Gaza. Personne ne croit en une quelconque forme de règlement avec les Palestiniens, et certainement pas le gouvernement. Nous sommes donc vraiment dans un entre-deux où l'on continue de tuer sans aucun but et sans aucun plan. Et il n'y a aucune perspective. Il n'y a aucune perspective. À mon avis, la solution à 2 États est morte depuis longtemps, et il faut en prendre conscience à cause des 700 000 colons. Et si c'est le cas, quelle est l'alternative? Les gens n'en discutent même pas en Israël. C'est totalement exclu depuis le 7 octobre. Où allons-nous? Quelle est notre direction? Vous ne trouverez pas un seul Israélien capable de répondre à cette question. Je suppose que la principale préoccupation maintenant, en dehors du génocide à Gaza, est la possibilité que cela dégénère vraiment en une guerre plus large. Juste pour finir, avez-vous une prédiction sur ce qui va se passer? Parce qu'on voit bien la possibilité d'affrontement même entre Israël et la Turquie. La situation au Yémen n'a pas été résolue, comme on le constate actuellement. Le Liban n'a pas été réglé. L'Iran, bien sûr, représente le grand défi.
Mais avez-vous des attentes ou des prédictions pour les prochains mois? À quoi faut-il s'attendre? Expectations or predictions over the next few months, what to expect? The horrible thing that it depends mainly on Donald Trump. La chose terrible, c'est que tout dépend principalement de Joe Biden. La clé est entièrement entre ses mains, et il est très difficile à prévoir. Il peut dire une chose aujourd'hui et le lendemain dire le contraire. Vous le savez en Europe, et nous le savons ici au Moyen-Orient. En ce moment même, pendant que nous parlons, je le suis dans le Golfe. Il semble pacifiste. Il semble être quelqu'un qui peut vraiment changer les choses. Mais puis-je lui faire confiance? Puis-je croire qu'il ira jusqu'au bout et qu'il changera vraiment les choses? Je ne peux pas. C'est certain, il est plus prometteur que ses prédécesseurs comme Donald Trump, Barack Obama et Joe Biden, qui parlaient si bien et avaient de si bonnes idées, mais n'ont rien fait. Rien. Ils ont simplement continué à fournir à Israël des munitions et des armes et ont agi exactement selon les exigences israéliennes, sans aucune condition. C'était une relation très malsaine, où Israël obtenait tout ce qu'il voulait, sans jamais payer le prix de ses actes, sans aucune responsabilité, sans aucune sanction pour des faits universellement reconnus comme des crimes de guerre. Donc Donald Trump arrive avec une approche différente. Mais lui faire confiance ou fonder le moindre espoir sur lui est malheureusement quelque chose de très très fragile et de très très improbable. Mais vous savez, les jours à venir seront cruciaux, sans aucun doute. Je veux dire, si nous en reparlons dans une semaine, nous en saurons plus. Parce que pendant ces jours-là, il peut faire quelque chose. Et s'il ne le fait pas, nous saurons que nous sommes condamnés à continuer cette guerre jusqu'à ce que Dieu seul sache ce qui va se passer. Mais ma principale préoccupation en ce moment, vous savez, toutes ces questions stratégiques sont très importantes. Mais au bout du compte, la chose la plus urgente est maintenant de sauver le peuple de Gaza. Ni vous ni moi, Glenn, n'avons la moindre idée de ce qu'ils endurent. Et quelqu'un doit les sauver. Et je ne sais pas, je ne vois pas qui va les sauver. Je partage votre pessimisme à ce sujet. Un jour, Trump se présente comme le faiseur de paix. Le lendemain, il appelle à un nettoyage ethnique complet de Gaza. Il oscille donc un peu d'un côté à l'autre. Quoi qu'il en soit, Gideon Levy, merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie vraiment vos analyses. Merci encore. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tous mes vœux.